l'invité de la matinale. KTO Radio. En ce temps pour la création qui dure jusqu'au 4 octobre prochain et la Saint-François d'Assise, notre invité de ce samedi nous convie à une conversion écologique concrète et motivée par la foi. Gabrielle Paulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre qui vient de sortir, Guide pratique de l'écologie intégrale, 35 propositions ancrées dans la foi, paru aux éditions Jésuites, un ouvrage écrit à quatre mains avec le père jésuite Alexandre Masson. Merci d'être avec nous en studio. Alors, première question, dans l'encyclique Laudato Si, qui est le texte fondateur de l'écologie intégrale, le pape François nous rappelle que tout est lié. Qu'est-ce que cela veut dire, une écologie intégrale pour vous ? Alors, une écologie intégrale, c'est une écologie qui prend en compte le fait que, de manière anthropologique, l'être humain soit pris dans 4 relations fondamentales, des relations dont le pape François parle dans Laudato Si. Une relation avec Dieu, bien sûr, avec le Dieu créateur, une relation avec les autres, une relation avec nous-mêmes et une relation avec la création. Et cette relation avec la création qui va donner lieu à notre réflexion sur l'écologie et notre action sur ce sujet, elle est intimement liée aux 3 autres relations et notamment à notre relation à Dieu. Et ça donne une toute autre profondeur à la manière d'envisager l'écologie. Alors, on apprend vraiment beaucoup dans cet ouvrage, des chiffres clés, des éléments de compréhension, comme des bons conseils, surtout pour agir au quotidien. Je pense notamment à celui sur les batteries de nos smartphones. Moi, ça m'a marqué. On se plaint souvent que la batterie se décharge trop rapidement, qu'il faut la changer régulièrement. Quel est l'usage responsable d'une batterie pour éviter que sa capacité se détériore ? Effectivement, les batteries ont évolué au cours du temps et les batteries qui sont aujourd'hui dans nos téléphones, pour qu'elles se conservent, qu'elles durent le plus longtemps possible, il faut éviter qu'elles se déchargent en dessous de 40% à peu près et éviter aussi de les charger au maximum. Il vaut mieux arrêter de les charger quand on est à 75% ou 80%. Si on fait ça, pas tout le temps, mais le plus souvent possible, elles durent plus longtemps. Et ça, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément et que, à vrai dire, sur ce point-là, moi, je l'ai découvert en faisant les recherches sur ce sujet. C'est un exemple parmi tant d'autres de ces propositions. Est-ce que vous invitez dans ce livre, sur quel aspect de la vie quotidienne un changement de pratique, même minime, peut avoir des effets importants en faveur de la protection de la création ? Alors, comme le fait que vous parliez d'un changement de pratique minime, ça me fait penser à un des sujets qu'on traite dans le livre, auquel on ne pense pas forcément souvent, c'est le fait de changer de banque. Changer de banque, ça demande un petit effort, mais plutôt un effort d'ordre un peu administratif, il y a un peu de paperasse à régler, mais en fait, pas tant que ça. On en parle dans l'ouvrage. Et ça a un impact important parce que les banques aujourd'hui, les principales banques sont parmi financent l'industrie fossile, qui est l'une des premières causes de changement climatique, et le fait de choisir où on met notre argent, dans quelle banque, en fonction de ses pratiques sur ces questions-là, ça peut avoir un impact énorme. Vous avez des noms de banques justement qui... Oui, il y a par exemple les plus grandes banques en France, la BNP, la Société Générale notamment. C'est pas les seules, mais notamment ces deux-là. Vraiment, elles financent à l'heure actuelle encore énormément les énergies fossiles et le développement de nouveaux sites d'extraction d'énergie fossile, alors que d'autres... Il y en a pas mal d'autres qui sont plus vertueuses, donc je ne vais pas les citer là, mais on donne un certain nombre d'exemples dans le livre. Et parmi ces 35 propositions dans ce livre, est-ce que ce ne sont que des invitations à agir seul ? Non, alors effectivement, c'est un point, merci de le mentionner, c'est un point vraiment important. À la fois, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans nos changements de pratique à l'échelle individuelle. Et donc, ça vaut vraiment la peine de se demander comment changer nos pratiques personnelles. Et en même temps, la transition écologique ne pourra pas se faire seulement de cette manière-là, parce qu'il y a un certain nombre de changements structurels qui sont indispensables, des changements d'organisation de notre société, par exemple le développement des transports en commun, du train. Et sur ces plans-là, on a besoin que le monde économique s'engage et que le monde politique s'engage. Ce dans quoi nous on peut avoir une part, parce que peut-être que certains d'entre nous, certains auditeurs sont peut-être eux-mêmes impliqués, ont des responsabilités en entreprise ou en politique et peuvent agir. Et puis même si c'est pas le cas, chacun d'entre nous, on peut, par nos choix de consommation, on peut encourager ou décourager certaines entreprises, par notre vote on peut agir.
etc. Et ça, c'est un pan qu'on évoque dans le guide et qui est vraiment très important. Vous invitez souvent à se poser plusieurs questions avant d'acheter quelque chose, de consommer ou de se déplacer. À quoi ça sert de se poser ces questions? Mmh. Mais je pense qu'on peut. Une des choses auxquelles on essaye d'inciter les lecteurs, d'appeler les lecteurs, c'est se rendre compte que l'écologie, l'écologie intégrale, la transition écologique, elle touche vraiment à beaucoup d'aspects de nos vies. Et on peut faire beaucoup, chacun à notre échelle, dans notre vie quotidienne. Et ça suppose de changer un certain nombre de nos pratiques. En fait, il me semble qu'une des choses que le défi principal dans cette affaire, c'est de changer nos habitudes. Il y a des choses qu'on est vraiment, on a des habitudes vraiment très ancrées, et c'est possible de faire autrement. Et ça peut beaucoup changer la donne si on fait autrement, mais ça nécessite de prendre un pas de recul et de se demander, mais au fait, quel impact, quel effet ça a sur la Terre, sur mes frères et sœurs humains, l'achat de tel type d'aliment, le choix de telle manière de se déplacer. Il faut passer par cette étape de questionnement, je crois, pour pouvoir avoir envie ensuite de changer. Et se poser des questions peut-être aussi encore plus concrètes. Par exemple, est-ce que j'ai besoin d'acheter ce pull-là? Est-ce que il n'y en a pas un autre dans ma garde-robe qui peut servir? C'est aussi ces questions qu'il faut Oui. réussir à se poser. Oui, tout à fait, parce qu'on sait que l'industrie textile aujourd'hui, elle est vraiment polluante. Elle est source d'émissions de gaz à effet de serre, elle alimente le changement climatique, et puis elle est source aussi de pollution des milieux naturels, de l'eau, etc., par les teintures qu'on utilise. Et du coup, on peut à la fois, quand on achète des vêtements, être plus attentif à leur provenance, et leur composition, etc., et en acheter moins. En fait, on est en quelques décennies, on s'est mis à acheter beaucoup plus de vêtements que ce qu'on faisait jusqu'alors. Et on peut décider comme dans beaucoup de domaines de la transition écologique, d'adopter une devise moins et mieux. En lisant votre livre, je me suis rendu compte qu'un certain nombre de conseils que vous formulez dans le livre sont en réalité des pratiques, des gestes que mes grands-parents, moi, à titre personnel, réalisent au quotidien. Pourquoi les jeunes générations semblent avoir perdu ces pratiques? Il me semble qu'une des causes, c'est peut-être le fait qu'aujourd'hui on vive aussi séparés, aussi éloignés de la nature, bien plus éloignés de la nature qu'avant, puisque pour la plupart d'entre nous, on vit en ville. Enfin, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il y a vraiment une grande majorité de la population en France et dans le monde qui vit désormais en ville. Je pense que ça nous a coupé de quelque chose, d'un bon sens lié à la nature. Et puis il y a eu toutes ces décennies de consommation extrême qui ont joué aussi. Qu'est-ce que cela dit de notre rapport à l'effort, de notre habitude d'un certain confort, d'une volonté d'avoir tout immédiatement? On peut avoir l'impression qu'un certain nombre de changements auxquels on est appelé pour l'écologie vont à l'encontre de notre confort, vont nous demander des efforts et de rogner sur notre confort. Et je pense qu'en fait, c'est pas tellement le cas dans la réalité, ou que, en l'expérimentant, on peut se rendre compte assez rapidement qu'en fait, ça nous rend plutôt plus heureux, que c'est plutôt une manière de vivre mieux, que ce soit par exemple en prenant le train pour un long trajet, ça peut avoir l'air moins pratique que de prendre la voiture de porte-à-porte, ou que de prendre l'avion qui irait beaucoup plus vite. Mais en fait, ça peut nous donner du temps pour lire, pour réfléchir, pour écrire, pour rêver en contemplant le paysage. Et je pense qu'en fait, ça peut vraiment nous faire du bien en profondeur. Pareil pour le fait de se remettre à cuisiner, ce qui prend plus de temps, mais qui peut aussi être en fait bénéfique en profondeur, je crois vraiment. Et ça s'expérimente, on le découvre en le vivant. On l'a sans doute un peu perdu. Et en quoi vous parliez de changer ses habitudes, qui est un point fondamental, important dans le livre. En quoi changer ses habitudes en faveur du bien commun est une façon aussi d'être ancré dans la foi? C'est la démarche d'écologie intégrale, elle permet de se rendre compte qu'en fait, l'objectif de tout ça, c'est en bonne partie prendre soin des autres, prendre soin de nos frères et sœurs, parce que les conséquences de la crise écologique, les conséquences principales de la crise écologique, ce sont des souffrances, du mal-être pour beaucoup de personnes, que ce soit par exemple en lien avec la montée des eaux liée au changement climatique qui va et qui contraindre des gens et qui contraint déjà certaines personnes à déménager
encourager à quitter leurs terres qui sont immergées, que ce soit des pêcheurs dans un certain nombre de pays dont la pêche est le moyen de subsistance principal, et en fait la surpêche a été telle ces dernières années qu'ils ne peuvent plus se nourrir de leur travail. Ce sont des exemples, mais il y en a plein d'autres en fait sur tous les sujets d'écologie. On retrouve ce type d'exemple. Et en fait, changer nos habitudes, ce à quoi on est appelé, c'est vraiment changer nos habitudes pour mieux prendre soin des autres, de nos frères et sœurs, d'une part. Et d'autre part, on se rend compte aussi que cette terre, les écosystèmes, les espèces qui nous entourent, ce sont des créatures de Dieu, qui sont aimées de Dieu, elles aussi, qui ont une valeur propre. Le pape François en parle de manière très belle dans Laudato Si. Et en fait, en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé, on est gardien de cette création dont on est vraiment appelé à prendre soin. Et vous proposez aussi des façons de voir le monde, pas seulement changer ses habitudes, mais des façons de voir le monde, apprendre à contempler, apprendre à prendre le temps, tout simplement. Ça paraît plus abstrait. Comment faire concrètement ? Alors on donne quand même on propose quelques pistes concrètes comme aller se promener si on habite en ville, juste aller se promener dans un jardin ou un parc près de chez soi, ou s'échapper pour aller marcher une journée plus à la campagne. Moi je crois qu'on a vraiment besoin de se reconnecter avec cette nature qui nous entoure mais dont on fait aussi partie, juste en allant se promener, en savourant, en admirant le ciel, en écoutant les oiseaux, réapprendre à écouter les oiseaux aussi. Ça, je pense que c'est fondamental. Et une dernière question, Gabrielle Paulet, pour conclure cette interview. Quel texte théologique, spirituel vous pourriez conseiller de lire ou de relire à nos auditeurs pour se plonger dans cette conversion écologique ? Eh bien, ce dont j'aurais envie de vous parler, c'est le texte Laudate Deum du pape François, qui est sorti il y a un petit peu moins d'un an, juste avant la dernière COP Climat, qui est un appel très fort, vraiment vigoureux et assez impressionnant au monde, notamment aux responsables politiques, mais plus largement au monde entier, à chacune d'entre nous, pour faire plus et mieux et pour prendre soin de cette maison commune. Voilà, je recommande ce texte qui est vraiment beau et qui nous donne qui est vigoureux. Je pense qu'on a besoin d'entendre cet appel. Merci Gabrielle Paulet pour ces éclairages et cet ouvrage coécrit avec le père jésuite Alexandre Masson. Je rappelle son titre, Guide pratique de l'écologie intégrale, 35 propositions ancrées dans la foi, paru aux éditions jésuites. Bon week-end à vous. Merci.